Mesdames et messieurs, bienvenue dans Dossier spécial. Ça a toujours été, comme vous le savez, un très grand plaisir pour moi quand je suis là en train de vous servir et de vous parler parfois des sujets qui paraissent un tout petit peu compliqués. Mais ça me fait énormément plaisir de votre retour. Il y a beaucoup de personnes qui ne se lassent de nous appeler, qui nous encouragent par rapport au travail que nous sommes en train de faire. C'est vrai, ça n'a toujours pas été facile d'aborder des thématiques qui paraissent un tout petit peu difficiles. Mais sauf que à la longue, on finira par être écouté. Moi, j'en suis totalement convaincu. On finira par être écouté. Et beaucoup de personnes trouveront l'importance du travail que nous sommes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, le secteur minier, c'est un des secteurs porteurs de la République démocratique du Congo. Qu'on le veuille ou pas. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes en train de mener une étude et bientôt nous allons vous présenter le résultat de notre étude. Nous nous sommes rendus compte que très peu de candidats présidents de la République parlent de ces sujets relatifs au secteur minier. C'est vrai, s'ils en parlent, ils sont en train d'effleurer. Mais ils n'en parlent pas en profondeur. Ils n'en parlent pas avec beaucoup de hargne, comme on parle par exemple sur la question de sécurité. Aujourd'hui, presque tout le monde parle de la question de sécurité qui est très capitale, j'en conviens. Mais je me dis, ce secteur, c'est-à-dire le secteur minier, c'est un secteur importantissime, pour ne pas dire un secteur important. Mais je demanderai aux uns et aux autres de pouvoir suivre de près l'évolution de ces secteurs et nous verrons ensemble que c'est un secteur qui est très important. J'insiste que c'est un secteur qui est très important et surtout les codes miniers. C'est vrai, les codes miniers promulgués en 2002, révisés en 2018, mais jusqu'aujourd'hui, très peu de personnes s'intéressent et veulent connaître et comprendre la profondeur et la pertinence de ces textes. C'est vrai, ça me fait mal, mais je me dis, ça ne doit pas continuer à faire mal. Mais nous sommes appelés en tant que Congolais à connaître la pertinence de ces textes qui est mis à notre disposition. Les codes miniers, mesdames et messieurs, c'est une loi très importante qui doit nous pousser, nous tous en tant que Congolais, d'en connaître les fonds et la forme. C'est important. J'invite ici, que vous soyez économiste, que vous soyez juriste, que vous soyez journaliste, que vous soyez dans n'importe quel secteur de la vie nationale, s'il vous plaît, jetez-y un coup d'œil. Je ne demande pas à tout le monde de se spécialiser dans la législation minière, mais je demande à tout le monde d'être un tout petit peu curieux, de s'intéresser. C'est tout ce que je demande. J'invite tout le monde à s'intéresser. C'est fascinant, c'est intéressant. C'est vrai, pour mieux connaître, ou mieux comprendre les codes miniers, ça demande d'avoir non pas seulement la connaissance en matière minière, mais ça vous demande également d'avoir d'autres connaissances connexes pour vous aider à mieux comprendre la susceptibilité de certains textes ou la susceptibilité de certaines notions mises dans les codes miniers, c'est-à-dire que le législateur a mis dans les codes miniers. Alors, je vous dis encore une fois merci. Alors, moi, chaque matin, quand je suis là, c'est pour répondre aux questions. Il y a plusieurs questions qui nous sont posées. Le numéro qui est affiché au bas de l'écran, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous poser toutes sortes de questions, pas des appels s'il vous plaît, toutes sortes de questions qui vous taraudent l'esprit, des questions qui vous empêchent peut-être de mieux comprendre certaines choses dans le secteur minier, particulièrement en rapport avec les codes miniers. N'hésitez pas, posez-nous toutes les questions possibles. Et ici, je suis, et je ne cesse de lancer un message à tous les amis de la société civile. Soyez disposés parce qu'à partir de 2024, on va organiser des grands plateaux, dossiers spécial code minier. Nous allons traiter tous les sujets qui fâchent. Il y en a beaucoup. On va traiter tous les sujets qui fâchent. Et nous allons, pourquoi pas, également nous intéresser aux communautés locales en 2024. Nous allons tendre le micro également à l'administration minière. C'est vrai, des fois, l'administration minière communique très peu, parle pas facilement aux médias. Si ce n'est à l'ère média, c'est-à-dire au niveau du cadastre minier, ils ont leur cellule de communication, ils communiquent là-bas. Au niveau du ministère des Mines, ils communiquent là-bas. Au niveau du secrétariat général, on ne communique pas. Peut-être si
Ils vont au niveau du cabinet, ils peuvent communiquer. Au niveau des différentes directions, on ne communique presque pas. C'est-à-dire au niveau de l'administration minière, la communication est un peu lourde. Mais je les encourage en 2024 de communiquer de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de préoccupations que nous pouvons leur soumettre. Vous pouvez de temps en temps, pourquoi pas communiquer et donner votre point de vue par rapport à certains dossiers qui fâchent dans le secteur minier. Alors l'étude qui est en préparation, qui sera publiée d'un moment à l'autre, parce que là nous sommes en train de checker les différents programmes des candidats présidents de la République, et nous voulons également connaître les points de vue de l'opinion congolaise. Est-ce que l'opinion congolaise est disposée à voir les candidats présidents de la République placer la question relative au secteur minier en pôle position de leur programme électoral? C'est la question que nous avons posée et beaucoup de personnes ont répondu. Et nous allons ventiler cela après avoir fait une analyse objective et vous donner les résultats de notre enquête. La question qui nous a été posée par Oscar Boukassa. Oscar Boukassa, depuis la commune de Limete, nous a posé une question. Oscar Boukassa nous dit qu'il est activiste des droits de l'homme et je salue également tous les activistes des droits de l'homme qui sont en train de nous suivre parce qu'on ne peut pas parler de l'exploitation et de la recherche sans pour autant faire allusion aux droits de l'homme. C'est pratiquement impossible. C'est-à-dire, le secteur minier est étroitement lié aux droits humains. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'intervenants et ça demande à ce qu'il y ait une protection significative des droits humains. C'est très important. Le secteur minier est extrêmement lié au secteur de l'environnement. C'est très important parce que non seulement il y a des obligations environnementales dans les chefs des titulaires des droits miniers, mais aussi on ne peut pas faire de la recherche, on ne peut pas faire de l'exploitation sans pour autant impacter l'environnement. Voilà pourquoi même pour l'octroi du droit minier, on demande aux titulaires des droits miniers de présenter les parts, c'est-à-dire les plans d'atténuation et de réhabilitation. Là, c'est si les titulaires veulent faire la recherche, c'est-à-dire dans la phase de la recherche, il faut présenter ces documents qui est très important et ces documents doivent passer également à l'instruction environnementale, c'est-à-dire les plans d'atténuation et de réhabilitation. Alors, les mêmes titulaires, s'ils transforment son permis de recherche en permis d'exploitation, on va lui demander les PG, c'est-à-dire les plans de gestion environnementale et sociale. Ce sont les deux documents stratégiques et importants dans le secteur minier. Et là, j'ai toujours demandé à la société civile de faire les suivis de ces deux documents stratégiques, c'est-à-dire les plans d'atténuation et de réhabilitation, et vous avez également les PGS, les plans de gestion environnementale et sociale. C'est pour attester que on ne peut pas être seulement dans le secteur minier sans pour autant avoir un œil braqué sur l'environnement. C'est pratiquement impossible. Les secteurs de l'environnement, les secteurs miniers est étroitement lié au secteur social. On ne peut pas parler de l'exploitation minière sans pour autant faire allusion au social des communautés, sans pour autant faire allusion au social des Congolais. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que même en ce qui concerne la dotation 0,3%, les manuels de procédure, c'est un arrêté interministériel entre son Excellence, monsieur ou madame la ministre des Mines, et son Excellence, monsieur le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Ce sont là les deux secteurs. Et même lorsqu'on va faire l'instruction environnementale, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs parties prenantes dans l'instruction environnementale. Les leads est piloté par l'Agence congolaise de l'environnement. Vous avez la direction portant protection de l'environnement minier, n'est-ce pas, qui dépend du secrétariat général aux mines, n'est-ce pas? Et vous avez également le FNPSS qui dépend du ministère des Affaires sociales. Donc, c'est pour vous dire que le secteur minier est étroitement lié à plusieurs autres secteurs. Vous avez également, pourquoi pas, les secteurs économiques, les secteurs des finances. Parce que quand il s'agit de maximiser les recettes de l'État, vous avez les régies financières qui interviennent, n'est-ce pas?
Et aussi, c'est pour vous dire que vous devez avoir des connaissances un peu plus élargies dans tous ces secteurs pour faire une très bonne analyse du secteur minier. Voilà pourquoi nous saluons notre ami Oscar Boukassa, qui vient de nous poser la question de savoir pourquoi les codes miniers parlent de l'ammodiation, parce que j'avais déjà parlé de l'ammodiation, n'est-ce pas? Pourquoi les codes miniers parlent de l'ammodiation au singulier et mutation au pluriel? C'est une question qui est pertinente parce que si vous lisez le titre 7 du code minier, dans ce titre, on nous présente, on parle de l'ammodiation au singulier et on parle des mutations. Et lorsque je parlais de l'ammodiation, j'ai expliqué l'ammodiation dans nos émissions précédentes. Je crois que notre ami Oscar Boukassa nous a suivis religieusement. Et vous également qui nous suivez, pouvez poser toutes les questions. On fournira beaucoup d'efforts pour répondre. Alors, ça tapait à son œil. Pourquoi on parle de l'ammodiation et des mutations? Alors qu'ici, nous sommes en train de parler des types de contrats qui sont prévus dans les codes miniers. Alors, les codes nous a présenté un certain nombre de contrats. C'est vrai, il y a des contrats extra-légaux et vous avez des contrats intra-légaux dont nous sommes en train de faire allusion. Et dans ces contrats, vous avez par exemple l'ammodiation. J'ai expliqué l'ammodiation, c'est un contrat de louage entre deux parties prenantes. Vous avez l'un côté l'ammodiant et vous avez l'ammodiataire. Et ici, quand on parle du contrat d'ammodiation, j'insiste, c'est un contrat de louage, c'est-à-dire un ammodiant, un titulaire des droits miniers, n'est-ce pas? Parce qu'ici, le législateur ne veut pas que le permis de recherche soit mis en contrat d'ammodiation, c'est seulement le permis d'exploitation. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que lorsque nous allons parler du contrat d'option, là, on ne va pas plutôt faire allusion au contrat au permis d'exploitation qui sera mis en contrat. Non, on parlera plutôt du contrat, pardon, des permis de recherche. Ce sont des petites précisions techniques qu'il faut avoir la maîtrise et comprendre. Alors, dans les contrats d'ammodiation, c'est-à-dire vous avez l'ammodiant, vous avez l'ammodiateur. L'ammodiant met en location son permis d'exploitation. Voilà pourquoi, à chaque fois que quand je fais des émissions, je demande toujours à la société civile de faire un suivi. C'est très important. Dans ces contrats de louage, dans ces contrats d'ammodiation, quelles sont les clauses? C'est vrai, les codes miniers fixent les cadres. Les règlements miniers nous présentent les mesures d'application. Mais dans les mesures d'application, vous allez vous rendre compte que c'est plus l'instruction de ces contrats, c'est plus l'enregistrement de ces contrats. Et là, on nous présente plus la relation qui doit y avoir entre les parties au contrat, c'est-à-dire l'ammodiant et l'ammodiateur, et les institutions de l'administration minière. Et ici, particulièrement, on nous parle de cadastre minier parce que c'est là qu'il sera fait un travail de fond. Et viendra en outre l'Agence congolaise de l'environnement qui ne fait pas partie intégrante de l'administration minière, mais qui intervient surtout lorsqu'il s'agit de faire de l'instruction environnementale en complicité avec une des composantes de l'administration minière. Ici, j'ai fait allusion à la direction portant environnement, portant protection de l'environnement minier. Il intervient également, c'est-à-dire elle intervient, l'Agence congolaise de l'environnement. C'est pour vous dire que c'est plus là que dans les mesures d'application, on nous présente cette relation entre les parties prenantes à ces contrats d'ammodiation et l'administration minière élargie à l'Agence congolaise de l'environnement. On ne nous présente vraiment pas l'étendue de ces contrats entre l'ammodiant et l'ammodiateur. Puisque parmi les mesures de transparence prévues dans les codes et les règlements miniers, on demande aux établissements publics concernés de mettre à la disposition du public
tous les contrats qui sont signés dans les secteurs miniers. Et ici, je vais demander, pourquoi pas aussi, à la société civile de faire les suivis et de savoir est-ce que les titulaires qui est en train d'exploiter chez nous, est-ce que c'est vraiment lui le titulaire ou le propriétaire réel? Ou soit c'est seulement un propriétaire qui a signé un contrat d'ammodiation ou un contrat de cession, qu'on va parler bientôt dans l'imitation. Il faut connaître. Parce que si la société civile est très éveillée et la société civile connaît réellement que cette entreprise qui est en train d'exploiter, par exemple à Fungurume, par exemple à Kolwezi, c'est un ammodiateur, la société civile aura un comportement à l'égard de cet exploitant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous aurez une attitude à l'égard de cet exploitant parce que à chaque fois que cet exploitant qui est ammodiateur commet des fautes, vous n'allez pas le laisser lui seul. Il faut aller chercher également l'ammodiant. C'est ça qui est prévu même dans les codes. À chaque fois que l'ammodiateur commet des bourdes, ou à chaque fois que l'ammodiateur ne s'acquitte pas de ses droits vis-à-vis de l'État, l'État congolais est en droit de poursuivre l'ammodiant. Mutatis mutandis, la société civile également, à chaque fois que l'ammodiateur ne se conforme pas aux dispositions pertinentes du code minier, en se conformant à ce qui lui a été exigé vis-à-vis des communautés locales, la société civile est en droit non pas seulement de faire pression sur l'ammodiateur, de faire pression également sur l'ammodiant. Ça revient au même. Donc c'est un contrat de louage. L'ammodiant n'est pas totalement lié, délié de ses responsabilités. Non, n'est pas totalement délié de ses responsabilités. C'est un peu ça la susceptibilité de ce contrat d'ammodiation. Vous êtes ammodiant, vous n'êtes pas totalement délié de votre responsabilité vis-à-vis des communautés, vis-à-vis de l'État congolais. Vous n'êtes pas totalement délié de votre responsabilité. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, dans l'ammodiation, vous avez deux parties prenantes. Vous avez l'ammodiant, vous avez l'ammodiateur. L'ammodiant, c'est lui qui est le vrai propriétaire ou le propriétaire réel de la structure, n'est-ce pas? C'est l'ammodiant. Et les propriétaires, ce n'est pas dit ainsi, mais en d'autres termes, irréel, s'il faut le dire, c'est l'ammodiateur qui a signé un contrat d'ammodiation avec l'ammodiant et qui vient exploiter tout en étant responsable vis-à-vis de l'État congolais et en étant responsable vis-à-vis des communautés locales. Maintenant, je réponds à la question de notre ami Escar Boukassa, qui nous dit pourquoi. On peut, si vous avez votre code, allez-y, déjà vers l'article 182, vous allez voir qu'au titre, on va vous parler de l'ammodiation et des mutations. Alors, pourquoi les mutations? Pourquoi les mutations? Parce que dans les mutations, vous avez trois sections essentielles. Vous avez la première section qui vous parle des cessions. La cession, c'est également une forme de mutation. On vous parle des transmissions. C'est la deuxième section. La transmission, c'est également une autre forme de mutation. Et enfin, on vous parle des contrats d'option. Donc, si mutation est au pluriel, cher ami Boukassa, parce que à l'intérieur des mutations, vous avez les cessions ou la cession, vous avez la transmission ou les transmissions et vous avez les contrats d'option. Ce sont là les trois éléments constitutifs de mutation. Mais par contre, côté ammodiation, vous n'avez qu'un seul élément. Lui-même, ammodiation, qui est un contrat de louage. Mais par contre, mutation, c'est à la fois la cession des droits miniers, mutation, c'est à la fois la transmission des droits miniers, et mutation, c'est à la fois contrat d'option. Mais par contre,
les 3 éléments que vous pouvez facilement trouver à l'article 187 du Code minier, vous pouvez trouver à l'article 182 du Code minier, que vous pouvez trouver également à l'article 193 du Code minier. Voilà pourquoi, quand on parle de mutation, on parle de mutation au pluriel. C'est simple, parce que mutation au pluriel a 3 éléments constitutifs. Lesquels 3 éléments sont étroitement liés au droit minier. Et dans le droit minier, je ne cesse de dire, vous avez les permis de recherche, permis d'exploitation des rejets, permis d'exploitation des petites mines. C'est ça le droit minier. Et maintenant, puisque là, c'est ça, c'est un peu ça la beauté des choses que nous disons chaque matin. Et ici, je demanderai aux acteurs de la société civile de nous suivre attentivement. Nous allons demander également à l'administration minière et même à certaines personnes, les étudiants, tous ceux qui sont intéressés au secteur minier, même les mandataires à mine. Je suis très content de voir que le cadastre minier a publié, ça ce n'est qu'une parenthèse que je ferme rapidement, a publié la liste des mandataires à mine l'année 2023, même si c'est fait tardivement. Félicitations, on vous encourage. Et 2024, vous devez également fournir beaucoup d'efforts de nous publier la liste des mandataires à mine, car c'est très important. Je ferme rapidement la parenthèse. Je disais la beauté des contrats que les codes miniers a prévus, c'est là où nous sommes. Donc, vous avez, j'explique, en 2024, on aura nos flip shops. Ici, nous allons vraiment demander aux partenaires qui veulent nous appuyer de venir. Ici, nous allons commencer à expliquer en des termes simples certaines choses. On va mettre un tableau, on aura notre marqueur, nous allons commencer à expliquer, parce que là, on aura un plateau beaucoup plus élargi. On va commencer à expliquer en des termes simples certaines choses, car c'est important. C'est-à-dire, vous avez les droits miniers tels que je vous l'ai présenté. Dans les droits miniers, vous avez le permis de recherche, PR, pardon. Vous avez les permis d'exploitation. Vous avez permis d'exploitation des rejets, PER. Et vous avez les permis d'exploitation des petites mines, PEPM. N'est-ce pas? Ce sont là les droits miniers mis à la disposition d'un titulaire qu'on appelle entreprise minière. On met cela à sa disposition. Mais les législateurs congolais, en mettant cela à la disposition du titulaire des droits miniers, il lui dit, bon, monsieur, vous avez ces prérogatives que je mets à votre disposition, de faire à la fois la recherche, de faire à la fois l'exploitation, éclater en exploitation de petites mines, éclater en exploitation des rejets. Mais aussi, vous avez la possibilité, en ayant ces prérogatives, de signer des contrats. Moi, législateur congolais, je vous donne ce plein pouvoir de signer ces contrats. Mais lesquels contrats seront encadrés par mes services. Et parmi les services qui vont encadrer ces contrats, vous avez les cadastres miniers. C'est très important ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, les cadastres miniers, à mon avis, c'est un service qui est très important et c'est un service qui doit être mis à l'abri des besoins. Je ne cesse de le dire. Les cadastres miniers doivent être mis à l'abri des besoins. Non seulement les cadastres miniers doivent être mis à l'abri des besoins, les cadastres miniers doivent avoir les moyens de sa politique. Parce que si le cadastre minier n'a pas les moyens de sa politique, c'est un service qui sera exposé à plusieurs tentations. Parmi les tentations, il y a la corruption. Parce que là, c'est une question d'argent. Parce que le cadastre minier, c'est la courroie de transmission. C'est le point névralgique du secteur minier. Tout passe par là. C'est le cadastre minier qui fait la centralisation, la coordination, même des différentes instructions qui viendront de part et d'autre. Est-ce que vous savez que même l'instruction technique qui viendra de la direction des mines, ça passera par les cadastres miniers avant d'atteindre l'autorité. Ici, l'autorité compétente, c'est le ministre des Mines. Est-ce
Est-ce que vous savez que l'instruction environnementale, après que l'Agence congolaise de l'environnement ait fini son travail, même si l'Agence congolaise de l'environnement coordonne l'instruction environnementale, parce qu'en son sein, il y a la direction portant protection de l'environnement minier, les FNPSS coordonnent, après cette coordination, verra à la coordination centrale qui est le cadastre minier et qui va atteindre l'autorité après avoir présenté l'avis cadastral. Donc c'est pour vous dire que ce service est très important. C'est une parenthèse. Je vais ouvrir beaucoup de parenthèses aujourd'hui. C'est également une parenthèse que je vais fermer. Donc doter les moyens à ces services, c'est également protéger l'État congolais, protéger ces différents travailleurs qui sont là et les mettre à l'abri, par exemple, de la corruption. À l'abri de certaines tentations de la corruption, parce que là, gravitent des moyens. Il y a beaucoup de moyens qui gravitent autour de là. Est-ce que vous savez même, lorsque nous allons parler, par exemple, de la session, l'enregistrement de cette session qui doit être faite, on va en parler d'un moment à l'autre, l'enregistrement, rien que l'enregistrement de la session qui doit être faite, l'enregistrement se fait moyennant 1% du montant du transfert des droits miniers. Imaginez-vous, par exemple, moi, je cède mon droit minier à hauteur, par exemple, de 1 milliard de dollars américains pour faire enregistrer ces contrats de cession au niveau du cadastre minier. Je suis obligé, légalement parlant, et c'est écrit noir sur blanc au niveau de l'article 185 ter du code minier, de présenter mon contrat d'enregistrement moyennant 1% du montant des transferts. Est-ce qu'on comprend un peu la hauteur? Si c'est à 1 milliard de dollars américains, 1% ça représente combien? Et ça doit entrer là-bas. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas n'importe quel service. C'est un service qui est important. C'est vrai, c'est un établissement public. Et si je comprends bien, en tant qu'établissement public, c'est vrai, c'est une régie indirecte, si je ne me trompe pas. Oui, c'est une régie indirecte. Parce que le cadastre minier est sous tutelle. C'est une régie indirecte. Donc c'est pour vous dire que nous devons faire très attention. Mettons les moyens à ce service-là. Et l'État congolais sortira gagnant. J'ai dit, l'État congolais sortira gagnant. Ici, quand je parle de l'État congolais, je parle de son territoire, je parle de sa population, je parle de son gouvernement, et ça va même renforcer notre souveraineté, tant sur le plan national que sur le plan international. Je sais de quoi je suis en train de parler, et je sais de quoi je fais allusion. Négliger les secteurs miniers, négliger certains services qui gravitent autour de ces secteurs, c'est fragiliser également notre pays. Aujourd'hui, là, c'est une parenthèse encore que j'ouvre. Quand je suis les différents candidats présidents de la République, mettre dans leur programme d'action la question sécuritaire en avant-plan, je suis totalement d'accord. J'applaudis des mains, parce que nous tous, nous avons besoin de la paix. Mais posons-nous la question. Si notre pays aujourd'hui est attaqué de part et d'autre, si aujourd'hui l'ennemi commun identifié par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant, bonne campagne, Excellence Monsieur le Président de la République, vous identifiez notre ennemi commun. Les Rwandais, c'est notre voisin qui nous agresse. Pourquoi? La raison principale, c'est l'exploitation de nos minéraux. On exploite nos minéraux en nous fragilisant. Est-ce que vous ne voyez pas là qu'il y a deux fronts qui s'ouvrent? La convoitise de nos minéraux, cette convoitise-là engendre l'insécurité. On nous insécurise pour exploiter. Alors, si on mettait fin à l'insécurité, il y aura un deuxième front qui va s'ouvrir. Et ce front-là, c'est ça le secteur minier. Voilà pourquoi, à mon avis, nous ne pouvons pas mettre en avant-plan la question sécuritaire et laisser le secteur qui est à la base. Non, il faut élever ce secteur-là. Élever ce secteur. Donner la lettre de noblesse à ce secteur-là. Et vous verrez qu'on sera fort et on aura des moyens. Les moyens, ça va renforcer notre souveraineté sur le plan national. Ça va nous permettre de rétablir, au fait, l'autorité de l'État sur l'ensemble de l'État congolais, sur l'ensemble du territoire national. Ça donnera
la lettre de noblesse à sa population et ça donnera les moyens à son gouvernement qui est en train de gérer au quotidien. Voilà pourquoi je suis en train de me battre nuit et jour, mesdames et messieurs, pour que nous puissions élever ce secteur au plus haut niveau. Je ferme rapidement la parenthèse. Donc c'est pour dire que les différentes choses que nous disons chaque matin, peut-être certaines personnes pensent que nous les disons par plaisir de les dire. Non. Ce secteur est très important parce que avoir un secteur minier efficace, fort, mettez en tête que ça viendra renforcer les territoires nationaux, parce que là, je suis même certaines personnes qui disent, bon voilà, on a les projets de créer, de construire des murs entre nous et certains pays voisins. Je suis totalement d'accord, mais il faut trouver des moyens. Est-ce que vous allez trouver seulement des moyens à travers les différentes régies, côté douane, douane à l'entrée, douane à la sortie? Est-ce que vous allez trouver des moyens au niveau des recettes domaniales, administratives ou des participations? Est-ce que vous allez trouver des moyens seulement au niveau des impôts? Il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on se pose des questions de fond. Alors qu'il y a d'autres moyens qui peuvent facilement aider les pays. Et les différents moyens qui peuvent facilement aider les pays, on peut les maximiser à travers certaines taxes dans les secteurs miniers, on peut les maximiser à travers certaines redevances dans les secteurs miniers, on peut les maximiser à travers certains impôts dans les secteurs miniers. C'est un secteur qui est particulier. Et c'est un secteur qui a une législation qui est particulière. Et ça demande une certaine connaissance, beaucoup d'attention pour que ce secteur puisse aider la République à aller de l'avant, puisse aider, moi j'aime parler de l'État, puisse aider l'État congolais à aller de l'avant. Parce que quand je parle de l'État, je suis très à l'aise avec toutes ses composantes. Je suis vraiment à l'aise, j'aime parler, moi, de l'État congolais. Et quand je parle de l'État congolais, je vois son territoire, je vois sa population, je vois son gouvernement, je vois sa souveraineté. J'aime parler, moi, de l'État congolais. Et soutenir le secteur minier, ça renforcera les territoires nationaux, ça renforcera la population congolaise. Il y aura moins de chômeurs, il y aura beaucoup de personnes qui vont commencer à manger à l'air faim, à boire à l'air soif. Le gouvernement aura les moyens de sa politique. Et on va s'imposer et personne ne viendra dire quoi que ce soit parce que nous avons un secteur qui nous appuie et qui nous soutient. Croyez-moi, même si aujourd'hui on n'en fait pas allusion, même si aujourd'hui on n'en parle pas assez, moi je vous dis, croyez-moi, ce secteur est un secteur important. En tant que spécialiste de la législation minière, nous sommes appelés à poser des vraies questions aux candidats président de la République. Et quand je suis les débats, ça je l'ai dit sincèrement, quand je suis en train de suivre les débats, ça et là, mort dans l'âme, je me dis, ok, bon, qu'est-ce que vous voulez? On est plus dans la politique, on est plus dans la sécurité, on est plus dans l'économie, mais on néglige un secteur qui viendra renforcer les différents secteurs. On oublie ce secteur ici, qui viendra renforcer les différents secteurs. Moi, j'aurais souhaité voir un candidat de la présidente de la République seulement avec un projet des sociétés liées sur les secteurs miniers et en brandissant certaines dispositions pertinentes du code minier comme ces programmes d'action phares. Je vous dis aujourd'hui, un candidat président de la République qui fait de l'exploitation artisanale son cheval de bataille. Ces messieurs-là, dans tous les coins et recoins où on... Parce que la République démocratique du Congo, c'est une république à vocation minière. Presque dans toutes les provinces, nous avons des substances minérales. Non pas seulement en termes de substances minières, nous avons également de substances, des carrières qui sont érigées comme substances minières. Des substances de carrière, tout ce qui contribue à la construction. N'est-ce pas? Dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, vous avez une jeunesse qui est au chômage. Et cette jeunesse, le secteur minier peut facilement absorber
cette jeunesse et leur donner du bon travail. Mais on ne parle pas seulement de la question d'exploitation artisanale. Un candidat président de la République qui fait, par exemple, de responsabilité sociétale, RSE des entreprises, la responsabilité sociétale des entreprises, qui en fait son cheval de bataille. Parce que là, les candidats présidents de la République doivent faire voir à l'opinion que l'entreprise qui amasse des ressources dans notre sol doit savoir partager ses dividendes à nos communautés. Et je fais de cette question mon cheval de bataille. C'est prévu dans les codes. Ce n'est pas vous qui allez faire sortir l'argent, mais l'argent de l'entreprise bien encadré, comme j'ai dit. On crée une banque minière, une haute autorité chargée de la gestion des ressources minières. C'est comme une banque minière. On met là-bas les différentes ressources provenant des responsabilités sociétales des entreprises. On les place dans cette banque. Laquelle banque donne des bourses aux jeunes des communautés locales pour des projets. Laquelle banque construit des routes. Laquelle banque construit des écoles. Laquelle banque construit certaines infrastructures de base pour ces communautés locales. Mais nulle part je n'entends parler de ça. On n'est plus, tout le monde est là, je veux faire ceci, alors que les codes ici vous a donné l'opportunité d'avoir un meilleur programme. Lequel programme? C'est frais. Aussitôt commencé votre mandat, aussitôt l'argent sort pour, je ne dirais pas financer, mais pour mettre en application les idées que vous avez soumises, lesquelles idées ont poussé vos électeurs à vous élire. C'est simple. Ce ne sont que des idées. Je vous donne un cas. Est-ce que vous savez que les droits superficiels annuels par carré, c'est l'une des conditions, j'ai dit, c'est une des conditions majeures qui peut pousser l'administration minière à déchoir les titulaires des droits miniers de son droit minier. Alors, c'est une obligation. Et déjà, à partir du mois de janvier, on est au mois de, à partir du mois de janvier, les entreprises minières doivent déjà commencer à se préparer pour payer leurs droits superficiels annuels par carré. Au mois de février, la note des débits leur parvient, tout en leur montrant les montants à payer. Déjà, au plus tard, le 31 mars, est-ce qu'on se comprend? Au plus tard, le 31 mars, chaque entreprise minière doit commencer à libérer son droit superficiel annuel par carré avant même que la notification n'arrive. Parce que la déchéance est déclenchée déjà à partir de la notification qui leur sera faite par les cadastres miniers. Est-ce que pendant que vous serez en train de vous préparer pour votre prestation de serment, pour asseoir les gouvernements, il y aura déjà l'argent. L'argent déjà est là, à partir seulement des droits superficiels annuels par cas. L'argent est déjà là. Lesquels argent peut vous permettre de commencer des petites choses, des petites réalisations, des promesses. Mais comment on peut abandonner un tel secteur? Je suis même prêt à aller plus loin. Un président de la République peut même élever ses ministères des Mines au rang de vice-primature, pourquoi pas? Je n'ai jamais entendu, moi, que le ministère des Mines a été élevé à un certain moment au rang de vice-primature. Non, nulle part, je n'ai jamais entendu. On peut élever ces ministères des Mines ici à la dimension de vice-primature, ce ne sont que des idées. On ferme rapidement la parenthèse. Voilà, je ne vais pas entrer dans la politique. C'était juste des idées. Donc c'est pour dire qu'on ne fait pas de ce secteur un secteur importantissime, alors que c'est un secteur important qui peut ramener des capitaux frais à la République. J'ai dit des capitaux frais à la République, et c'est possible. On revient aux mutations. Nous allons parler rapidement de la cession. Alors si au niveau du contrat d'amodiation, c'est un contrat de louage, c'est-à-dire l'amodiant met en location son permis d'exploitation, mais par contre au niveau de la cession, là nous sommes déjà au niveau de l'article 182, si je ne me trompe pas, du code minier. À cet article-là, on nous dit que nous avons deux parties prenantes également. Vous avez les cessionnaires et les cédants. Ici, ce n'est pas un contrat de louage. Ici, c'est un contrat de transfert. Nous allons faire les transferts des droits miniers qui va partir du cédant
vers les cessionnaires. Ça veut dire, en d'autres termes, vous avez deux personnes. Entreprise A, entreprise B. L'entreprise A, c'est les cédants. C'est Fatigue, par exemple. Bon, moi, je n'ai plus envie de continuer à faire l'exploitation. Je prends mon droit minier, je les transfère à l'entreprise B. Ces transferts-là doivent se faire sur base d'un contrat. C'est ça les contrats de cession. Ce n'est pas une location. Je cède. Hein, au niveau de là, vous comprenez pourquoi on parle de mutation. C'est-à-dire je cède. Je fais passer le droit minier de A vers B. Je cède. Et cette cession-là est également encadrée. Alors, à part la cession, vous avez également la transmission. C'est également une autre forme de contrat, dans l'imitation toujours. Alors, dans la transmission, c'est en cas de décès, par exemple. N'est-ce pas? Surtout dans les SASU. Les experts comprennent. Société par action simplifiée, unipersonnelle. Surtout dans les cas de ces entreprises-là, c'est-à-dire là, vous avez un seul actionnaire majoritaire. Si cet actionnaire majoritaire décède, on va transmettre les droits miniers à la personne qui va être bénéficiaire de ces droits miniers-là. Alors, cette transmission-là est également encadrée et c'est l'administration minière qui encadre cette transmission-là, surtout en cas de décès. Et ici, j'insiste, il faut bien comprendre l'acte uniforme des sociétés commerciales et des groupements d'industrie. Il faut bien comprendre cet acte uniforme-là, parce que là, on nous présente les différents types de sociétés. N'est-ce pas? Et dans ces différents types de sociétés, vous avez des sociétés unipersonnelles. Surtout dans ces sociétés unipersonnelles, ici je parlais des SASU par exemple, société par action simplifiée, unipersonnelle, surtout dans les cas de ces sociétés-là, c'est là que la transmission s'opère facilement. Et cette transmission-là doit être encadrée par les cadastres miniers, cette transmission-là doit être faite sur base d'un contrat de transmission. Donc, on passe de la cession, qui est un contrat, on a la transmission, on est toujours dans l'imitation, et vous avez également les contrats d'option. Alors, ces contrats d'option, je l'avais déjà dit à l'amorce, parce qu'ici, j'ai besoin qu'on puisse se comprendre. Je parle à la fois à tout le monde, aux personnes qui maîtrisent bien les secteurs miniers, et aux personnes qui ne maîtrisent pas les secteurs miniers. Peut-être certaines choses que j'ai dit, ça dépasse certaines personnes et ça fait un peu mal à la tête. Oui, je comprends. Mais c'est important de les dire parce que ce sont des choses techniques. Je parlais d'amodiation. Dans l'amodiation, c'est les permis d'exploitation qui est ciblé pour signer ces contrats d'amodiation. Un contrat de louage. Je fais louer mon permis d'exploitation. Mais par contre, ce n'est pas le permis de recherche qui est concerné dans les contrats d'amodiation. Mais par contre, dans les contrats d'option, ce n'est pas le contrat d'exploitation qui est ciblé. Dans les contrats d'option, c'est le permis de recherche qui est ciblé. C'est-à-dire, je signe un contrat avec une tierce personne autour de son permis de recherche pour être bénéficiaire de la jouissance des dividendes que va lui procurer son permis d'exploitation quand il va passer dans la phase d'exploitation. Nous sommes ensemble pendant la période de recherche. Je participe pendant sa période de recherche. L'option est que lorsqu'il va passer à la phase d'exploitation, et qu'il va commercialiser ces substances minérales, moi également, je dois jouir. C'est-à-dire, les contrats d'option, c'est un contrat de jouissance qui commence, les contrats de jouissance d'exploitation, mais pendant la période de recherche. C'est un peu compliqué, mais c'est un peu ça. Ça veut dire, en d'autres termes,
un titulaire des droits miniers qui a son permis de recherche, pour X ou Y raison, peut signer un contrat d'option avec une tierce personne pendant qu'il est dans la phase de recherche. Les permis de recherche peuvent se transformer en permis d'exploitation. Je finis ma recherche et je dois maintenant passer à l'exploitation. Je transforme mon permis de recherche en permis d'exploitation. Cette personne-là, qui a signé les contrats d'option avec moi pendant la période de recherche, dans les contrats d'option, il y a l'option qu'il jouisse ou d'obtenir une participation dans la jouissance pendant les droits, pendant l'exploitation. Lorsque nous allons commencer l'exploitation, il aura sa participation à lui dans la jouissance du droit minier d'exploitation. En d'autres termes, il est actionnaire. Voilà. Ce sont là les différents contrats, en dehors des autres contrats que vous suivez, que vous aimez. Moi, je voulais également vous présenter ce type de contrats qui peuvent également nous aider tous et aider, pourquoi pas, la société civile à en faire les suivis. Parce qu'ici, je cible de temps en temps la société civile parce que je crois à cette société civile. Je crois que notre société civile est compétente et elle est capable, je le crois, de faire les suivis de ces différents types de contrats. Contrat d'amodiation, savoir quel est le propriétaire réel. On en parle, même au niveau des litiges, ici on en parle. Propriétaire réel, oui, propriétaire réel. Les gens dans leur tête, ils croient seulement, bon voilà, puisque il y a quelqu'un qui exploite et qui a un carré minier, peut-être c'est un politicien qui aide. Ce n'est pas ça. Ça peut être parmi les éléments. Mais le vrai propriétaire réel, il faut savoir, est-ce que ce contrat ici, c'est monsieur qui est en train d'exploiter, cette entreprise qui est en train d'exploiter, est-ce que c'est ça la véritable entreprise qui a obtenu les droits miniers, c'est-à-dire les droits, permis de recherche, permis d'exploitation et ainsi de suite. Est-ce que c'est elle ou pas? Il faut connaître. Parce que peut-être vous avez en face de vous, c'est quelqu'un une entreprise qui a un contrat d'amodiation. Vous devez avoir un comportement face à celui qui est amodiant et celui qui est amodiateur. C'est un peu ça l'importance de connaître les vrais propriétaires réels. Vous avez en face de vous quelqu'un à qui on a cédé. Mais il faut connaître les cédants. Vous avez en face de vous un cessionnaire, mais les cédants c'est qui? Et s'il faut mener des actions, parce que le cédant là a des responsabilités environnementales. Est-ce que dans son plan d'atténuation et de réhabilitation, il a respecté toutes les clauses qui étaient prévues dans son plan d'atténuation et de réhabilitation? Ça, c'est le rôle de la société civile qui doit suivre. Même si les cessionnaires peuvent être mis de côté, mais les cédants, il faut les poursuivre. Même si l'administration minière est en train de faire le travail, la société civile également doit faire le travail. Propriétaire réel, c'est important. Vous avez en face de vous quelqu'un qui jouit de la transmission des droits miniers. Mais vous devez connaître. Mais le code de décès là, c'est lié à quoi? Est-ce que celui qui gérait avant la transmission avait bien géré sur le plan environnemental, sur le plan social? Il libérait facilement toutes ces obligations sociétales? Il faut connaître tout ça. Propriétaire réel. Propriétaire réel, c'est connaître réellement les contrats d'option. Parce que dans les contrats d'option, vous avez des parties prenantes qui sont là. Il y a quelqu'un qui est en train de jouir des dividendes de l'exploitation. Et pendant la période de recherche, quelle a été sa responsabilité vis-à-vis du dégât de l'environnement, des dégâts causés sur l'environnement? Propriétaire, il faut connaître tout ça. Une vraie société civile, c'est cette société civile qui a la maîtrise des données, non seulement des données que vous avez sur terrain, la maîtrise également et la connaissance des clauses et des dispositions légales. C'est important. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Benoît, merci à Eric. Je suis très content de vous parler de ces choses qui paraissent un tout petit peu techniques, mais on va fournir beaucoup d'efforts de commencer à simplifier. En 2024, comme on a dit, ça sera des grands plateaux. Nous sommes en train de nous préparer avec certains amis de la société civile. Nous allons commencer à faire de grandes émissions dans nos locaux et nous allons vous aider à mieux maîtriser, à mieux comprendre certaines choses qui se passent dans le secteur minier. Ça sera des échanges entre spécialistes du secteur minier et nous allons voir dans quelle mesure du possible nous allons faire davantage la vulgarisation et la promotion du code minier
à travers les médias. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir et à demain.